Je pense que, comme moi, vous avez apprécié l'ensemble des interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent. Comme je vous le disais ce matin, nous avons pensé que pour clôturer notre colloque, il serait bon d'écouter un représentant des pouvoirs publics qui puisse nous expliquer quelles étaient les politiques en matière d'accélération du recyclage et de l'économie circulaire. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Madame Constance Maréchal-Dereux. Elle est depuis très récemment chef du service de l'industrie au sein de la Direction générale des entreprises. Elle était précédemment directrice générale de France Logistique. Elle est polytechnicienne, ingénieure en chef des ponts et chaussées, des eaux et des forêts. Et elle a occupé au cours de son parcours professionnel la fonction d'inspectrice des finances de 2017 à 2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, je lui cède la parole tout de suite pour nous présenter ces politiques des pouvoirs publics. Je vais prendre celui-là, on est sûr qu'il marche. Voilà, je vais me permettre de m'asseoir, même si, je vous rassure, je n'ai pas prévu un discours de 3 heures. Mais comme effectivement, j'arrive tout juste à la tête du service de l'industrie, je vais avoir besoin de mes notes et avoir une petite table, c'est pas plus mal. Alors peut-être avant de rentrer dans les 2 grands types d'actions, assez classiques d'ailleurs, hein, de l'État en matière de recyclage, que sont la réglementation et le financement, peut-être un petit rappel de pourquoi l'État s'intéresse à ce sujet-là et pourquoi on a aussi besoin de vous d'ailleurs pour atteindre nos objectifs. De manière générale, l'économie circulaire, il y a beaucoup de... Il y a 7, comme m'ont indiqué les équipes, 7 piliers de l'économie circulaire, aussi bien sur l'amont, sur l'aval, l'éco-conception, l'approvisionnement des produits, etc., etc. Et sur la partie aval, usage, on a évidemment la partie gestion des déchets et recyclage des déchets qui, par ailleurs, après, une fois qu'on a fait les activités de recyclage et qu'on a des produits recyclés, ça permet de revenir sur la partie amont avec un approvisionnement durable, parce qu'au lieu d'avoir utilisé des produits neufs, on a utilisé des produits recyclés. Donc on est sur l'économie circulaire et l'intérêt de l'État, il est... Là, je vais détailler la partie recyclage, mais évidemment, on s'intéresse également avec l'ensemble des ministères à l'ensemble des volets qui permettent d'avoir une économie de plus en plus circulaire. Sur la partie recyclage, peut-être que aussi, et vous verrez d'ailleurs dans les outils que met en place l'État, on vise 2 grands objectifs. Évidemment, un objectif qui est peut-être celui qui est le plus connu, un objectif d'impact environnemental pour réduire l'extraction des matières vierges et soutenir l'économie circulaire, mais également, notamment pour les matières dont le territoire français ne dispose pas, parce qu'on n'a pas tout sur notre territoire. Il y a de plus en plus un enjeu d'utiliser cette économie circulaire et ce recyclage au service de la souveraineté, de l'autonomie stratégique de notre territoire pour produire ou disposer sur notre territoire en France des matières que naturellement on n'a pas forcément. Et peut-être la 3e petit point en introduction en général, c'est que nous on s'y intéresse et vous allez le voir comment et pourquoi, mais on a besoin sur le succès d'un sujet aussi complexe que le recyclage, il suppose que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble, l'amont, l'aval, la production, le recyclage, avec 2 grands, et qu'on aille tous ensemble dans 2 grands objectifs que je rappellerai en conclusion, sont augmenter les volumes et assurer la qualité des matières recyclées pour que l'augmentation des volumes puisse être bien utilisée. Alors, le détail des 2 grands leviers de l'État en la matière, donc le levier réglementaire et le levier financier. Donc, les enjeux réglementaires, ils sont de 2 grands types, la réglementation européenne et la réglementation nationale. Donc, je vais vous faire un entonnoir assez classique en commençant par la réglementation européenne et puis la réglementation française qui a pu au début peut-être être un peu en avance et qui maintenant est plutôt là pour compléter ce que l'Europe a elle-même choisi.
Donc avec un paquet économie circulaire européen qui est vraiment tourné, historiquement tourné développement durable, avec 2 grands volets, favoriser, développer la demande de matières recyclées et s'assurer que l'offre suive aussi. Donc côté demande, avec des objectifs d'incorporation minimum de matières recyclées dans des produits finis, avec des objectifs type 25% de plastique dans les bouteilles PET, ou des règlements après sectoriels produit par produit, alors certains déjà publiés comme des règlements batterie qui obligent à un certain recyclage de matières premières, ou des règlements en cours de négociation sur les emballages, les véhicules hors d'usage. Donc l'idée étant dans ces réglementations-là d'obliger, entre guillemets, de fournir des clients aux acteurs du recyclage, parce qu'il y a des entreprises ou des secteurs entiers qui sont obligés d'utiliser des matières recyclées. Mais c'est bien d'avoir des clients, mais il faut pouvoir les fournir. Et donc il y a aussi des réglementations qui sont plutôt sur le développement de l'offre, s'assurer que les acteurs du recyclage vont pouvoir fournir des produits recyclés parce qu'eux-mêmes ont accès à la matière première, avec des objectifs, alors je ne vais peut-être pas tous les lister parce qu'on m'en a mis beaucoup, mais de 70% de déchets d'emballage, 60% de déchets municipaux recyclés à horizon 2030, simplifier les méthodes de calcul, les statuts juridiques pour plus facilement réutiliser les matières recyclées, et interdire la mise en décharge progressivement de certains types et donc obliger la collecte séparée de certains types de déchets progressivement, les biodéchets en 2023, les textiles en 2025, etc. Donc c'est vraiment une réglementation européenne pour favoriser la demande et l'offre. Et de la même manière que j'ai indiqué, vous allez le voir, ça va rythmer mon intervention. Il y a aussi peut-être plus récemment un enjeu de s'assurer que toutes ces réglementations-là, elles assurent de façon générale, pas que l'autonomie stratégique, mais la compétitivité aussi de nos activités françaises dans un monde de plus en plus tendu économiquement, géopolitiquement, avec une première partie qui est le level playing field, via les sujets d'éco-design, pour s'assurer que si on met des obligations, donc là plutôt pour potentiellement les clients des recycleurs, d'intégrer un certain nombre de matières recyclées dans les produits qu'ils mettent sur le marché, si on veut être équitable, il faut que ça s'applique aussi aux produits qui sont faits hors de notre marché. Donc c'est vraiment le règlement éco-design qui vise à s'appliquer à tous les produits mis sur le marché européen, avec des exigences sur certaines substances ou certains contenus de produits recyclés, et plus spécifiquement sur ce que j'avais dit au début, sur le fait d'essayer d'utiliser le recyclage pour au service de notre autonomie stratégique. Il y a une négociation en cours sur le Critical Raw Material Act, qui vise justement à travailler sur l'approvisionnement des métaux critiques pour faire du recyclage notamment, un levier sur l'autonomie stratégique, avec un objectif d'avoir au moins 15% à horizon 2030 de matières recyclées, de produits issus du recyclage pour la consommation européenne. Sur les sujets réglementaires, donc on a parlé des enjeux européens, mais la France n'est pas... On aime bien faire des textes, donc on n'est pas avare aussi en la matière. Alors on avait des textes européens assez génériques avec la loi AGEC en 2020 qui était sur des objectifs de recyclage, avec des objectifs très ambitieux et assez génériques de recyclage, et peut-être plus récemment, parce que ça a été publié il y a moins d'un mois, on est tout début novembre, publié fin octobre, la loi Industrie verte, qui vise d'un point de vue technique à faciliter pour les industriels, en essayant de lever il y a encore les décrets, donc c'est pas encore tout à fait mis en œuvre, mais maintenant la loi dit qu'il faut le faire. On va prendre tous les textes pour le rendre possible, faciliter les réutilisations des déchets, de certains résidus qui justement sortiraient du statut de déchets entre entreprises d'une même plateforme pour simplifier le recyclage. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de compléter au niveau national les briques en plus de celles du niveau européen. Et ça va faire le lien avec mon point suivant. C'est une aide qui n'est pas encore en place, mais la loi Industrie verte couplée au projet de loi de finances en cours
négociation, enfin en cours de discussion, on va dire, au Parlement en ce moment, on va créer un crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt industrie verte, le C3IV, comme on l'appelle, qui va permettre d'accompagner les financements avec un dispositif de crédit d'impôt donc différent des modes de financement habituels de l'État, plutôt par appel à projet, pour accompagner notamment toute la chaîne de valeur de certaines technologies de décarbonation. Donc ce n'est pas le recyclage pour tous les usages, mais ça pourra financer les activités de recyclage des usages éoliens, batteries, pompes à chaleur et photovoltaïques. Je vous dis le recyclage parce qu'on est dans un colloque sur ce thème-là, mais c'est toute la chaîne de valeur de ces activités-là, y compris des usines de batteries, mais ce n'est pas le thème du jour. Donc voilà, réglementaire avec déjà un petit bout de financement. Et donc, hormis le levier réglementaire, donc le levier sur lequel, alors, je suppose, je ne vous connais pas encore tous, mais certains d'entre vous ont tendance à vouloir demander des rendez-vous, à taper à la porte des administrations, c'est la partie financière. Donc là, c'est du financier français. Alors, sous des règles européennes, on n'a pas le droit de financer, même si parfois on le voudrait, tout ce qu'on veut, n'importe comment. Hein, on est soumis à on est quand même largement sur des régimes d'aide d'État, mais tout l'argent là, dont je vais parler juste après, c'est bien de l'argent français, national, avec deux grands objectifs. Voilà, notre soutien financier, c'est pour développer l'offre de recyclage sur des technologies un peu innovantes ou sur des choses compliquées qu'on voudrait déployer plus largement, et de la même manière aussi renforcer l'autonomie stratégique pour lutter contre notre déficit naturel en métaux critiques. Donc sur les filières de recyclage, et ça vaut aussi d'ailleurs sur la partie métaux critiques, deux grands types de financement. France Relance, donc, qui était plutôt en sortie de Covid et qui est plutôt sur du déploiement de solutions. Alors certes innovantes, mais c'est plutôt du déploiement, et des outils qui s'appellent maintenant France 2030. Et France 2030, on est vraiment sur la différence entre France Relance et France 2030, hormis qu'il y en a un qui est plus récent que l'autre. C'est que France 2030, c'est plus sur de l'innovation, c'est moins sur des déploiements. Et donc, au titre de la partie recyclage, France, il y a eu plusieurs appels à projets, plusieurs fonds, notamment un fonds économie circulaire de l'ADEME, qui ont permis de déployer des solutions. Alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, parce que sinon, à cette heure-là, après plusieurs heures de colloque, je vais vous noyer, mais par exemple, il y a plus de 150 millions d'euros qui ont été déployés spécifiquement dans le secteur plasturgie pour soutenir l'incorporation de matières plastiques de matières plastiques recyclées à la place de produits nouveaux. On a aussi eu des soutiens il y a des soutiens pour compenser les écarts de prix quand les matières recyclées sont plus coûteuses que les matières vierges, avec des PME notamment qui ont bénéficié d'un dispositif sur ce sujet-là pour une quinzaine de millions d'euros. Et il y a également des actions, donc, notamment déployées dans les territoires en lien avec les collectivités locales, qui ont souvent le rôle du premier tri pour déployer des solutions de tri et de valorisation de déchets un peu moins habituels, notamment les biodéchets, et pour aller même plus loin, pour aller construire des systèmes de valorisation de ces biodéchets, pour en faire de la méthanisation, pour en faire des combustibles solides de récupération. Donc ça, c'était vraiment la partie France 2030. On est plutôt dans le déploiement de systèmes qui existent déjà, mais qui sont coûteux à déployer, et donc on accompagne. Sur la partie France 2030, donc on est plutôt sur du financement d'innovation avec une stratégie d'accélération 3R, recyclabilité, recyclage, réincorporation. Donc il faut que les matières fournies aux acteurs soient recyclables dès le début, qu'on puisse les recycler, et après, qu'une fois que c'est recyclé, accompagner la réutilisation. L'objectif, c'est à terme de 2025 de produire 2 millions de tonnes de matières plastiques recyclées, et ça s'est déployé notamment dans 2 appels à projets. Alors un appel à projet dédié plastique, et qui vise à accompagner l'ensemble des modalités de recyclage du plastique, que ce soit du recyclage par voie chimique, mécanique, ou dans les modalités de tri.
il y avait 300 millions d'euros sur cet appel à projet. Les projets retenus consomment plus de 100 millions d'euros d'aide. Donc il y a encore, on espère encore récupérer des nouveaux projets pour accompagner des projets. Il reste encore un peu d'argent. Et un autre appel à projet, donc là pas spécifiquement plastique, plus générique et notamment sur les matériaux et qui va sur les métaux. Alors, il a un nom, je ne vais pas vous détailler tous les noms, c'est un peu barbare aussi, mais on est de la même manière. Là, on en a utilisé un peu plus, on a utilisé plus de la moitié, mais on a utilisé 110 millions d'euros sur 170 millions d'euros. Et notamment, en termes d'exemples, on peut citer deux exemples de recyclage dans le secteur des batteries. Et enfin, il y a aussi des appels à projets qui ne sont pas spécifiques matériaux, qui ne sont pas spécifiques recyclage, mais qui peuvent être utiles pour des acteurs du secteur chimie, recyclage, économie circulaire. Et je me permets d'en citer un qui vise des intérêts génériques. Et là, c'est l'intérêt générique de développer des acteurs émergents, de faire émerger de nouveaux types d'entreprises, des startups industrielles, etc. Et il y a notamment un appel à projet qui a été, dont la moitié une grande partie des bénéficiaires sont des bénéficiaires du recyclage. C'est l'appel à projet Première Usine, qui ne finance pas que des usines de recyclage, mais avec de beaux projets en recyclage, notamment un sur le recyclage des mégots de cigarettes pour en faire des matériaux isolants. Donc on recycle des biodéchets, on recycle du plastique, on recycle des matières dures pour faire des métaux pour faire des batteries, et on recycle aussi des mégots de cigarettes. Donc c'est pour montrer la variété aussi des activités et de l'usage qu'on peut faire du recyclage. Et pour finir, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui était peut-être moins connu historiquement, il y a aussi des encadrements, aussi bien France Relance, pareil, que France 2030, spécifiques matériaux, avec un angle et une finalité vraiment souveraineté pour sécuriser nos approvisionnements critiques, avec des projets. Donc France Relance, ça c'est plutôt de 2020, pour amorcer la structuration, mais ça va des aimants permanents aux déchets électroniques, les batteries, le titane pour l'aéronautique. Et donc on essaye de faire émerger des nouveaux projets. Et aujourd'hui, il y a vraiment avec l'appel à projet métaux critiques, un vrai... et puis quand on entend les Chinois qui envisagent des bannes de certains types alors c'est pas toujours des métaux, mais de matériel, on se dit que c'est quand même vraiment important de disposer. Alors quand on peut, c'est pareil, c'est moins le thème de la journée d'aujourd'hui. Si on peut extraire en France, tant mieux. Si éventuellement on peut pas extraire, mais on peut au moins raffiner en France, c'est pas mal aussi. Et en plus de tout ça, si on peut réutiliser les matières premières déjà utilisées via le recyclage pour disposer des métaux critiques en France. C'est vraiment dans l'idée sur cet objectif de métaux stratégiques, de creuser toutes les pistes qui nous permettent d'être le plus souverain possible. Et par exemple, sur la AP métaux critiques, 6 des 13 projets concernaient du recyclage. Donc c'est vraiment c'est pas 50, donc on n'a pas un ordre de... La loi des grands nombres ne s'applique pas encore quand on est à 13, mais on voit l'importance des enjeux de recyclage sur cette souveraineté en métaux. Et alors j'ai fait c'est mon côté ingénieur, j'ai mis des plans régulièrement dans mon intervention, mais pour conclure, je résumerai, c'est vraiment la politique publique de l'État en matière d'économie circulaire et de recyclage, c'est aussi bien améliorer notre empreinte carbone globalement, nos enjeux, répondre à nos objectifs environnementaux, et souveraineté, compétitivité du territoire français. Nos différents types d'actions, que ce soit réglementaires ou financiers, visent en soutien évidemment des acteurs privés qui sont ceux qui mettent en œuvre de grands objectifs. Dans cet équilibre, il faut trouver l'équilibre entre créer une offre, avoir l'offre qui répond à une demande, et avoir une demande et s'assurer que l'offre réponde bien. Donc il nous semble que les deux grands défis qu'on a collectivement à relever, c'est répondre en quantité, répondre en qualité, développer les volumes et avoir une qualité de matière recyclée qui permette d'être réutilisée le plus facilement possible.
Et voilà, quand je vois les intervenants avant moi, c'est effectivement, faut qu'on travaille tous ensemble, État et acteurs privés. Puis j'ai un passé qui me fait aimer ce travail ensemble pour toujours mieux recycler en France. Merci.